bien, Maxime Decoux, bonjour. Je ne sais pas si la Convention veut que nous nous vous voyions, même si dans la vie nous nous tutoyons. On verra bien. On verra comment ça se présente. Alors, je voudrais juste d'abord présenter en deux mots le travail de Maxime Decoux et surtout ensuite eh bien, le faire parler de ce travail en lui posant un certain nombre de questions qui nous permettront donc de parcourir cet essai, Écrire la judéité, sous-titré Enquête donc sur un malaise dans la littérature française. Alors, Maxime Decoux, je l'ai d'abord connu comme spécialiste d'Albert Cohen, puisqu'après une agrégation, il avait passé un très brillant doctorat sur l'œuvre d'Albert Cohen, qui est devenu un livre, Albert Cohen, les fictions de la judéité. À l'époque où il avait écrit ce travail, je ne soupçonnais pas qu'il était à l'œuvre pour un travail encore plus ambitieux, qui était celui que nous allons considérer ce soir, qui est donc un travail de très grande ampleur sur les rapports entre judéité et littérature au XXe et XXIe siècle. Alors, je le précise, rapport entre judéité et littérature en France, puisque la scène que nous allons décrire est une scène française, avec des problématiques qui sont françaises. Bien évidemment, ça n'empêchera pas de poser des questions sur d'autres contextes, mais ce qu'on essaiera de montrer aussi, c'est qu'il y a vraiment des paramètres spécifiquement français à cette question. Alors, écrire la judéité, cela veut dire quoi pour Maxime Decoux? Alors, l'ambition est large. Il s'agit à la fois d'un tableau historique et d'une présentation des problèmes philosophiques, idéologiques et esthétiques qui sont liés à l'écriture de la judéité. Je vais revenir tout à l'heure sur la composition de l'ouvrage, mais disons d'ores et déjà que très délibérément Maxime Decoux a évité de parler trop directement de la notion de littérature juive parce que son projet, son objet est plus large, et d'autre part parce que sans doute la notion même de littérature juive est une notion peut-être à examiner de près, avant de l'utiliser trop aisément. Son objet est plus large puisque dans ce parcours, nous allons rencontrer quelques grands noms de la littérature française, tels que Georges Perec, Patrick Modiano, Albert Cohen, André Spire, etc., mais qui sont donc des auteurs d'origine juive, qui se sont, à un titre ou à un autre, réclamés à un moment ou à un autre de la judéité, mais on rencontrera aussi des auteurs peut-être plus inattendus, comme Maurice Blanchot, Marguerite Duras, et aussi des philosophes. Blanchot est déjà quasiment un philosophe, mais nous verrons aussi ce qu'il en est de certains philosophes comme Jean-François Lyotard. Au fond, l'objet de Maxime Decoux est moins la littérature juive, donc, que la manière dont la question juive, l'énigme juive, la condition juive a travaillé le champ littéraire, intellectuel, tout au long du siècle passé. A travaillé et a suscité aussi ce qu'on pourrait appeler un imaginaire, parfois même une mythologie. Et c'est cela que nous allons voir. Donc au fond, il y aura plusieurs lignes, une ligne historique, quels sont les moments saillants de cette émergence, renaissance de la question juive dans la littérature, et aussi les questions elles-mêmes, c'est-à-dire au fond, comment, à un moment historique donné, eh bien,
le problème juif, la question juive, quel que soit le nom qu'on lui donne, on ne va pas ici se disputer sur les formules, eh bien, a cristallisé sur lui un certain nombre d'enjeux essentiels de l'époque. Alors, c'est une œuvre absolument capitale, et je lui rends très sincèrement hommage parce que c'est une œuvre pionnière. Ça, j'insiste sur ce point. À ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent dans le champ bibliographique universitaire de ce livre. Il y a eu des études sur certaines périodes, sur certains auteurs, qu'on appelle des monographies. Il y a eu des livres sur tel auteur et la question juive. Mais à ma connaissance, c'est la première synthèse qui porterait sur un siècle complet, autour de ce questionnement sur la judéité. Et peut-être est-ce sur cette question-là que nous allons commencer d'ailleurs. Et je l'ai dit tout à l'heure dans le sous-titre de Maxime Decoux, il y a la notion de malaise. Et ce malaise, une des premières formulations que l'on pourrait en formuler, c'est justement, porterait justement sur ce relatif silence ou cette relative discrétion de ce champ de questionnement dans le champ universitaire français. Au fond, pourquoi, alors qu'on a très souvent l'impression que le mot juif surgit à tout bout de champ, dans le champ médiatique, dans le champ intellectuel, pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour qu'émerge un questionnement autonome sur la judéité en littérature? Et peut-être est-ce là la première question que je voudrais poser sur au fond, ces paramètres spécifiquement français qui sont politiques aussi. Pourquoi est-ce que, alors que le mot juif est très présent dans le champ de questionnement philosophique ou politique, pourquoi il a eu tant de mal à émerger du côté de l'université et du côté de la critique littéraire? Alors, Maxime Decoux, est-ce que vous pouvez déjà nous répondre partiellement sur ce vaste champ de questionnement? Alors, je n'ai pas de réponse toute prête. À mon avis, ça tient... Alors c'est vrai que moi, c'est ce qui m'avait frappé. Hein, il y a beaucoup d'études sur la littérature antisémite, sur la littérature du témoignage, mais pas d'études effectivement qui embrassent la question identitaire dans une perspective large, articulée à la question historique, enfin aux évolutions historiques. Alors je ne sais pas exactement à quoi ça tient. Je pense que déjà il y a ce problème de terminologie. On a effectivement, enfin moi j'ai évité de parler d'une littérature juive. Il s'agit plutôt d'écrire là où j'aurais même pu intituler ça, écrire les judéités, pratiquement, dans toute leur diversité. Et je pense qu'il y a aussi, déjà il y a des réticences de la part des écrivains eux-mêmes. Il y a toute une série de revirements, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais par exemple, ne serait-ce que considérer la question chez Gary, on voit à quel point il est compliqué de se pencher sur le rapport de Gary à son identité juive. Et puis, il y a aussi le problème de relier une esthétique à cette identité. Est-ce que cette identité juive peut déterminer ou non une esthétique ? Est-ce qu'elle a un rôle à jouer dans cette esthétique? Et je pense que c'est ces difficultés peut-être qui font que la question peut-être n'a pas été abordée d'une manière ou d'une autre plus tôt. Je voudrais ajouter un paramètre que tu as signalé à l'orée de ton livre. Quand tu dis que la question est obsédante, la question des origines est une question obsédante et gênante à la fois, parce que, ajoutes-tu, parce que dans notre imaginaire du génie, le grand écrivain est celui qui refuse les tutelles. Il est celui qui brise tous les liens et affiche, jusque dans sa prose, son irréductible singularité. Et il est vrai qu'il y a aussi cette mythologie de l'écrivain qui ne serait pratiquement d'aucun lieu ni d'aucun pays, qui n'aurait pas
de nationalité, encore moins de race ou de religion. Je pense que après c'est une mythologie qui a connu des hauts, des bas en fonction des époques, mais je pense qu'en effet il y a quand même un imaginaire aussi qui va avec, et peut-être aussi la réticence française, beaucoup plus qu'américaine, à penser en termes de communauté, d'origine, qui sont, avec le modèle républicain français, laïque, plus difficilement pensables dans la société française que dans d'autres sociétés. Je ne sais pas si c'est... Je suis absolument convaincu de cela aussi. Pendant des décennies, il était un peu déplacé, disons, de rappeler que tel ou tel écrivain avait des origines, ou alors si on rappelait qu'il avait des origines, c'était pour immédiatement préciser avec toute la prudence que c'était relativement secondaire. La crainte républicaine ou universaliste d'enfermer un écrivain dans son origine, dans son ethnie, dans sa race, dans sa singularité, était quand même très présente. L'écrivain lui-même, de toute façon, il y a beaucoup d'écrivains qui ont des réticences vis-à-vis de... Alors en même temps, réfléchir sur cette question n'était pas poser des étiquettes sur les écrivains et les enfermer justement dans cette identité. C'était au contraire montrer comment cette identité peut être fuie, acceptée, renouvelée, repensée, démultipliée, et qu'elle n'est jamais un carcan en fait fermé. Je crois aussi que c'est le sens de l'usage qu'on fait aujourd'hui du mot judéité. Le mot judéité, bon, qui semble avoir été inventé par Mémy, mais qui renvoie à d'autres mots étrangers équivalents, va renvoyer non pas tant au judaïsme en tant que tel, mais plutôt à la manière dont est éprouvé dans le vécu singulier de chacun et dans l'imaginaire singulier de chacun sa relation à ses origines juives, et donc autant de juifs, autant de judéité possible. Et ça, je crois aussi que c'est important de le souligner d'emblée. En plus, dans la pensée commune, l'identité juive demeure encore plus difficilement pensable que d'autres types d'appartenance, en raison de son caractère justement polymorphe entre judaïsme, judéité, toutes ces notions qui vont empêcher de mettre les choses dans des cases. Et je pense aussi que ça a été peut-être quelque chose qui a empêché d'essayer de penser ces questions-là de façon un peu globale. J'ai dit tout à l'heure que le propos suivait en partie un ordre chronologique, une périodisation. Donc on va y revenir. Néanmoins, il y a quelque chose qui est tout à fait important, je crois, quand on aborde la question de la judéité à travers la littérature, et que tu poses de manière, je crois, très, très simple. Page 34 de ton livre. La littérature n'est pas, malgré de nombreuses ressemblances, le reflet exact d'une société, de son histoire et de sa mémoire. Elle a aussi participé à construire ses propres judéités, des judéités toujours singulières, littéraires, qui ne sont pas entièrement identiques à celles de l'historien, du sociologue ou du philosophe. Et il est frappant de voir en effet que si on retrouve dans ton livre certaines scansions majeures de l'histoire juive, en particulier l'affaire Dreyfus, l'antisémitisme de l'entre-deux-guerres et bien sûr le génocide, eh bien certains autres faits qui sont majeurs au regard du sociologue ou du politologue sont peut-être moins perceptibles dans la littérature, en particulier eh bien, le moment séfarade, enfin en tout cas le moment nord-africain du judaïsme français, c'est-à-dire le grand flux migratoire qui a amené environ 800 000 juifs d'Afrique du Nord à venir en France. Au fond, en lisant l'ouvrage, il y a, semble-t-il, assez peu de faits saillants qui se rapportent à cette
réalité sociologique. Je pense que c'est exactement ça, c'est-à-dire que j'ai essayé de suivre, de montrer comment cette question elle a pu être pensée dans un certain nombre de contextes socio-historiques, comment ces contextes ont pu jouer dans l'appréhension de cette identité propre à chacun, mais en même temps, comment c'est toujours un vécu singulier, comment la littérature de toute façon est faite de projections personnelles, de mythologie personnelle, de reconstruction du réel et de l'identité, et donc elle échappe toujours. Après, il est toujours difficile de savoir quelle est la part, quand on recherche une causalité entre un phénomène historique et un phénomène artistique. On peut présupposer l'influence de certains événements historiques. On en a des preuves parfois qui sont manifestes, hein. Bon, indéniable, quand on prend l'affaire Dreyfus, de voir que les écrivains réagissent directement. Mais ne serait-ce que sur l'affaire Dreyfus, on peut constater qu'il y a quand même très peu de fiction qui traite de la question en tant que telle. On a beaucoup de prises de position à l'époque des écrivains sur la question, mais pas forcément de romans qui vont l'intégrer directement. Donc en fonction des moments, en fonction des événements, en fonction des vécus, l'histoire, la société et la littérature agissent l'une sur l'autre de façon qui est variable. Sans compter le paramètre absolument imprévisible du talent. C'est-à-dire que, oui, il y a eu, au fond, quand on pense à la littérature séfarade, des années, de ceux qui sont venus dans les années 50 ou 60, assez peu de figures marquantes. Peut-être Albert Memmi, bien sûr, doit être excepté, mais quand on songe aux grandes figures de la littérature séfarade en France, on pense plus à des gens qui sont un peu extérieurs à cette histoire-là, qui sont Albert Cohen, qui est venu en France bien avant, ou Edmond Jabès, qui venait lui d'Égypte, qui n'a pas tout à fait la même histoire. Voilà. Donc c'est aussi un des éléments à prendre en considération. Alors, je rappelle juste en quelques mots le mouvement de l'étude, et ensuite nous allons prendre chacune des périodes, chacune des phases, chacun des problèmes. Après avoir exposé toutes les raisons possibles du malaise critique et philosophique vis-à-vis de la question juive, Maxime Decoux traite d'un premier événement majeur, une première période tout à fait décisive, qui est ce que l'on appelle désormais, mais avec sans doute un peu d'emphase, la première renaissance culturelle juive en France au début du XXe siècle. Donc on va bien sûr penser à cette période et essayer de la traiter. Une fois traitée cette période initiale, l'essentiel de l'ouvrage de Maxime Decoux va se porter sur, je dirais, des questions d'ordre mémoriel, politique et littéraire. Alors, mémoriel, on va rencontrer tout ce qui relève de ce que tu appelles la crise de la mémoire juive dans l'après-guerre. Politique, avec toute la manière dont la question juive a résonné politiquement dans les années 40 à nos jours, et littéraire aussi, et au sens large herméneutique, c'est-à-dire ce qui relève de l'interprétation des textes et l'interprétation du monde, par lesquels tu as choisi de terminer ton livre. Alors, abordons rapidement, mais je crois que c'est important, cette première époque de cette histoire, qui est la renaissance juive des années 20, qu'on pourrait presque faire remonter un peu avant d'ailleurs, puisqu'il y a eu déjà des prémices, un peu donc du côté de certains hommes dont tu rappelles j'ai beaucoup apprécié en particulier que tu rappelles la mémoire d'un poète aujourd'hui complètement oublié, qui est Henri Franck. La danse devant l'arche d'Henri Franck,
un ouvrage tout à fait intéressant, je crois que c'est 1911 ou 1912, hein, qui était un témoignage extrêmement fort et émouvant, hein, d'une identité juive française, franco-juive en quelque sorte, qui a marqué quand même. C'est vrai que c'est un des. Bon, il a eu un destin tragique. Hein, il n'a pas écrit. Il est mort tout de suite après quasiment ce recueil. Et c'est vrai que c'est un très très beau texte qu'on lit assez peu. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Ah, ben, c'est une bonne nouvelle. Alors. Voilà. Et c'est vrai qu'avec les recueils d'André Spire, ça fait partie, je pense, des très beaux textes assez méconnus de toute cette poésie du début du XXe siècle où se redessine justement cette identité juive qui va impulser comme ça ce mouvement à cette première moitié du XXe siècle. Alors sur cette période, je crois que tu dresses un tableau tout à fait suggestif. Alors il y avait aussi dans le même domaine universitaire un ouvrage de Madame Malinovitch, hein, sur cette période-là, qui est entièrement consacrée à cette période-là, mais le tableau que tu en fais est tout à fait utile, hein, et il y a quelques figures qui ressortent. Alors nous sommes dans le sillage de l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus a, ainsi que, je dirais, l'immigration juive en provenance de Russie, hein, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, ont provoqué chez un certain nombre d'écrivains et d'intellectuels juifs une véritable prise de conscience, un retour en quelque sorte de ce questionnement. Et l'une des figures clés, si ce n'est la figure clé de cette renaissance culturelle juive, tu le montres à plusieurs reprises, c'est André Spire. Alors, est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu, en quelques mots, l'importance d'André Spire dans ce mouvement? Alors c'est vrai que déjà peut-être on est dans un contexte fortement antisémite. On a un antisémitisme virulent et affiché. L'antisémitisme n'est pas du tout honteux, coupable, ou il se proclame, hein, et on en fait même un métier, il n'y a pas de problème avec ça. Ce qui fait qu'il y a une forme de pression quand même sur ces écrivains qui vont tenter d'affirmer leur identité juive face à l'antisémite, hein, qui justement... il y a ces séries d'agressions, hein. On pense à Barès, à Drummond, etc. Et alors André Spire est l'un des premiers à proclamer cette identité juive à travers une poésie qui se veut une poésie engagée, une poésie qui va vouloir réinventer une certaine manière d'écrire la poésie considérée comme française. Alors on entre dans des notions un petit peu délicates, à savoir essayer de définir des marqueurs identitaires dans l'écriture. C'est l'un des rêves portés par cette renaissance juive, même si évidemment ça n'aboutit pas tout à fait, mais c'est une écriture qui a inspiré notamment du verset biblique. Et tous ces écrivains, dans le sillage d'André Spire, vont tenter de proclamer une sorte de synthèse identitaire en déclarant leur amour à la patrie française et en même temps l'importance de leur identité juive et tout ce que celle-ci peut apporter à la France, à la République française. Et c'est très visible aussi dans La danse devant l'Arche d'Henri Franck. Et alors André Spire en même temps était une figure engagée, très active dans la vie politique, qui a eu quand même une influence forte notamment sur Albert Cohen, et sur vraiment toute cette génération d'écrivains qu'on va regrouper dans ce mouvement qu'on appelle la Renaissance juive des années 20. Je pense qu'effectivement c'est la figure la plus emblématique en France. Oui, alors ce que permet de mesurer ton livre, hein, c'est la véritable floraison d'œuvres et de revues à thème juif dans ces années-là, hein. On a souvent une vision un peu, je dirais, édulcorée de ce judaïsme, de ce qu'on appelle aujourd'hui franco-judaïsme, en imaginant que c'est un judaïsme un peu honteux, un peu caché, un peu
un peu asthénique, un peu fatigué. Sans doute cela recouvre-t-il une part de vérité, mais on ne mesure pas à quel point il y a eu une effervescence de certains milieux, alors qui n'étaient sans doute pas majoritaires, hein, autour de cette renaissance culturelle. Et en même temps, je pense qu'il y a un effet de perspective. C'est des figures qui ont été un peu oubliées, effacées par rapport à d'autres écrivains du début du siècle qu'on a beaucoup plus retenus. Mais à l'époque, il y avait quand même un fort retentissement. C'était quand même des écrivains qui publiaient aussi dans les grandes maisons d'édition françaises, qui étaient lus. Mais qui, effectivement, aujourd'hui, je crois qu'André Spire, par exemple, est une figure quand même assez méconnue. Jean-Richard Bloch aussi. Seul peut-être Albert Cohen a perduré, mais plutôt par un autre type d'écriture avec les romans plus tard. Oui, donnons juste quelques exemples. Alors donc il y a les poèmes juifs d'André Spire qui paraissent juste après les paroles juives d'Albert Cohen. Tout ça se passe en un an, hein, 1920-1921. Solal d'Albert Cohen, 1930. Hein. Il y a cet ouvrage qui a marqué, qui a eu, alors c'était le prix Renaudot, je crois, Niccolò Peccavi, d'Armand Lunel, qui a été une des grandes figures, hein, aussi de ce franco-judaïsme à connotation, lui, provençale plutôt, mais qui a été une grande figure aussi. Et puis, donc, cette floraison de revues, dont mais c'était loin d'être la seule, la revue juive d'Albert Cohen, 1925, avec un comité éditorial haut en couleur, Albert Einstein et Sigmund Freud, hein, dans le comité éditorial, excusez du peu. Même si elle a eu une existence très éphémère, hein, ça dit quelque chose de ce climat. Vraiment, les intellectuels réfléchissent aux questions d'actualité, réfléchissent et apportent en fait leur manière de percevoir tous ces éléments de débat, notamment la question du socialisme, et puis qui est réfléchi à l'époque, hein, avec le développement du sionisme en grande partie, chez Spire, chez Cohen, chez Jean-Richard Bloch aussi, avec une tentative de conciliation, hein, qui est propre aussi au franco-judaïsme, entre les idéaux républicains et le sionisme. Donc ce sont des écrivains qui ne réclament pas, hein, en fait, un départ massif vers Israël, mais qui pensent, hein, Israël comme une sorte de laboratoire pour expérimenter des nouveaux types de sociétés, finalement. C'est pas forcément... Il y a une tentative de concilier finalement ce sionisme avec les aspirations socialistes de l'époque qui se développent chez ces penseurs. Il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure et dont tu développes certains aspects dans ton livre, c'est que quand on regarde les débats de cette époque, on est frappé aussi, on est un peu dépaysé, parce qu'on se rend compte avec quelle absence totale de complexe les écrivains échangeaient en utilisant des notions qui aujourd'hui nous semblent absolument infréquentables, comme la race ou le sang. Et cela ne concerne pas que les antisémites, même si évidemment ils y ont pris plus que leur part, mais c'était de vrais sujets de débat, hein, l'existence d'une race juive, la question du sang, hein, des origines, etc., est vraiment au centre. Et alors ça peut bien sûr donner lieu à des considérations raciales ou racialistes, dirait-on aujourd'hui. Et tu as cité Gide tout à l'heure. C'est vrai que quand on regarde le journal de Gide, on est un peu frappé, hein, de voir avec quelle méfiance il regarde les œuvres juives. Hein. Tu cites un moment ce passage, enfin tu le cites indirectement, mais hein, il dit au fond qu'il reconnaît bien quelques mérites à certaines œuvres juives, comme celle de Porto Riche, mais, dit-il,
je serais plus rassuré si ces œuvres ne me parvenaient que traduites. Et au fond, elles sont écrites dans une langue qui ne devrait pas être le français. Hein, et elles sont l'émanation d'une âme étrangère. Hein, on retrouvera ça après chez Céline, hein, de façon plus outrée encore. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a vraiment une pensée en termes de race qui se partage. On pense les individus par rapport à ces catégories. C'est très net aussi chez Proust, hein, de toute façon. Proust qui pense vraiment les individus par race. Quand il évoque le portrait de Swann vieillissant, hein, il explique que c'est effectivement la race de ses ancêtres qui revient, etc. Son nez qui devient crochu avec l'âge. C'est vraiment quelque chose qui circule et qui en même temps pose un certain nombre de problèmes. Alors justement, la phrase de Gide le soulève, c'est le problème de la capacité à s'exprimer dans la langue française quand on n'est pas de la race française. Donc ça, c'est un débat d'époque qui fait partie de cette réflexion et qui a... Albert Cohen écrit dans la Revue Juive, hein, nous aurons une esthétique parce que nous sommes une race. Donc c'est vraiment l'idée que ces caractères qui seraient héréditaires pourraient impliquer une utilisation de la langue différente. Alors bien entendu, chez l'antisémite, il voit une perversion de la pureté de la langue française, une dégradation, etc. L'écrivain juif, lui, répond que, au contraire, il y a là un nouveau souffle, quelque chose à même de revitaliser cette langue, de lui redonner, d'imprimer. C'est Spire, hein, qui dit qu'il a réussi à imprimer des rythmes juifs, une autre cadence à la vieille langue française, pour lui faire prendre un autre son, en fait. Donc tous ces écrivains en fait, vont méditer sur la possibilité de rénover le français, en quelque sorte. J'observe au passage, c'est un peu en dehors du livre proprement dit, mais que ce sont des problématiques que l'on retrouve sous d'autres tropiques, à propos de la littérature noire, par exemple. Hein, les débats, d'ailleurs, qui sont aussi souvent, qui naissent dans les années 20, les années 30, hein, aux États-Unis, hein, sur la naissance d'une littérature noire, encore aujourd'hui, sur les littératures dites minoritaires, etc., hein, sont traversées par ces questions-là, même si on n'utilise pas sans précaution, pour des raisons évidentes, les termes de race et de sang, hein, qui ont été totalement déshonorés, comme dirait Bernanos, par le nazisme. Mais on retrouve dans ces débats sur l'existence ou pas d'une littérature juive, hein, que l'on voit à plusieurs reprises affleurer, eh bien, des questionnements sur la littérature minoritaire, sur l'esprit des peuples que l'on rencontrera avec d'autres peuples et d'autres groupes. Et finalement, c'est des débats par contre qui vont disparaître ensuite concernant l'identité juive dans l'après-guerre, mais qui me semble-t-il, sont toujours sous-jacents aujourd'hui lorsqu'on continue à réfléchir, ne serait-ce que la question de savoir s'il y a une littérature juive ou le roman juif américain aussi, qui a fait débat aussi à un moment. Juste pour sourire de manière un peu sinistre, je le reconnais, hein, citons cette phrase de Drummond que tu mentionnes. Le juif attrape admirablement le jargon parisien. Parler français est autre chose. Pour parler une langue, il faut d'abord penser dans cette langue. Il y a entre l'expression et la pensée une corrélation étroite. Il faut avoir sucé en naissant le vin de la patrie, être vraiment sorti du sol. Alors seulement, votre phrase a un goût de terroir, puisé à un fond commun de sentiments et d'idées. Hein. Bon, Drummond l'a dit, Maurras le disait lui-même en disant qu'un juif ne pourrait jamais comprendre Racine. Hein, mais de l'autre, effectivement, des écrivains juifs attachés à leur judéité ont été absolument convaincus qu'ils allaient, comme tu l'as rappelé, nourrir, alimenter, transformer eux-mêmes par leur âme, par leur souffle,
une langue un peu figée, dans ses conventions ou dans sa routine. Quand Albert Cohen, dans le livre de ma mère, se rappelle ce moment où des camarades à l'école se moquaient de lui, de son accent étranger, en lui disant qu'il ne parlerait jamais français comme eux. Et Albert Cohen, à ce moment-là, dit ils avaient raison d'ailleurs. Hein. Et alors là, succession de noms du type, je ne sais pas, Dupont, Mirail, machin, soudain, leurs noms prestigieux me reviennent. Une sorte de revanche, bien sûr, de l'enfant d'émigré vis-à-vis de cette humiliation d'enfance. Alors, donc cette construction culturelle, tu en retraces le tableau vraiment très utile, encore une fois, d'autant plus qu'on a tendance à sous-estimer cette période-là en la mettant d'emblée sous le signe un peu infamant d'un judaïsme évanescent et sans substance. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que, au fond, cette période va s'achever dramatiquement par le développement de l'antisémitisme et la Seconde Guerre mondiale, qui va ouvrir un autre âge des rapports entre littérature et judéité, qui est, au fond, l'âge de la mémoire, qui, tout entier, travaillé par le choc, le drame, la tragédie du génocide. Alors c'est à ce drame que tu consacres une bonne partie de tes analyses et en mettant en évidence un certain nombre de paramètres. Premier paramètre sur lequel je voudrais t'interroger, qui est celui de l'immédiate après-guerre. Parce que les Juifs de retour des camps ont témoigné, voulu témoigner, et ils avaient en face d'eux un monde lui-même traumatisé, dont une partie en tout cas ne voulait rien entendre, qui brise en quelque sorte ce consensus, cette unité de la souffrante de la nation. Et ce que tu montres, et je voudrais donc t'interroger là-dessus, c'est que la singularité du drame juif a, au fond, mis un certain temps à émerger. Il y a eu des voix marquantes, décisives, mais au fond, c'est loin de s'être fait de manière rapide et spontanée. Oui, et effectivement, les premiers, alors je parle en termes de témoignages littéraires ou artistiques, les premiers témoignages littéraires sur les camps sont d'abord des témoignages de déportés politiques, ceux de Rousset, ceux d'Antelme, et il faut attendre 8 ans, 10 ans pour voir les premiers témoignages de déportés juifs, entre autres ceux d'Elie Wiesel. Il y a d'ailleurs, Elie Wiesel l'explique très souvent dans beaucoup de livres, il explique qu'il y avait véritablement une réticence de la part des gens à écouter ces histoires, réticence ou incapacité à y croire devant l'inconcevable, ce qui fait que si socialement il n'y a peut-être pas eu un silence absolu, les intellectuels ont quand même eu du mal au départ à prendre en charge cette question-là et à distinguer vraiment ce qui relevait d'une déportation politique et d'une déportation et de la déportation des Juifs. On voit d'ailleurs, de façon assez symptomatique, les réflexions sur la question juive de Sartre qui paraissent au lendemain de la guerre, quasiment en 1946, qui ont vraiment le mérite d'attirer l'attention quand même sur la question de l'identité juive. Mais c'est un texte, c'est un texte qui est créé avec peu de recul, forcément. C'est un texte qui n'accorde quasiment aucune part à la question des camps de concentration.
C'est un texte dont le présupposé est que c'est l'antisémite, le regard de l'antisémite sur le juif qui fait le juif. Donc bien entendu une thèse qui a été beaucoup débattue et critiquée, et bien entendu une thèse qu'il convient de relativiser. Ça a été fait à de multiples reprises. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Sartre est encore dans une pensée finalement du début du XXe siècle. Il n'apprend pas la mesure du changement qui a eu lieu. Et puis, il faut attendre un moment aussi parce que va se poser la question de la capacité du langage à dire ce qui dépasse le langage, à dire cet indicible, cette monstruosité. C'est la culture humaine qui est aussi mise en cause avec les camps. D'ailleurs, on a beaucoup de déclarations qui vont dans ce sens, ne serait-ce que la fameuse phrase d'Adorno après, écrire un poème après Auschwitz et barbare. On voit bien que c'est l'ensemble de la culture qui est mise en doute. D'autant plus qu'à cela se greffe le débat sur le témoignage. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler des camps dans une œuvre de fiction ? Ça, c'est l'un des points aussi qui va être délicat, puisqu'on va avoir donc des témoignages authentiques et des essais de fiction. Donc le plus connu est certainement le dernier des Justes d'André Schwarzbart, qui va déclencher une polémique sans précédent. On accuse Schwarzbart de tous côtés, bon, pour diverses raisons, mais en grande partie parce que le texte est une fiction. Qui plus est, qui replace les camps de concentration dans une histoire de souffrance qui remonte au Moyen-Âge. C'était une sorte de grande fresque qui va découper, qui va partir, donc suivre une famille en fait sur plusieurs siècles, à partir du Moyen-Âge jusqu'au camp de concentration. Et Schwarzbart va être vraiment affecté par ces critiques très virulentes, va finir même par quitter la France. Et avoir beaucoup de mal à écrire ensuite. Oui, alors deux choses pour aller dans ce sens. Sur la difficulté à prendre la mesure, il y a des faits culturels qui sont tout à fait significatifs. Je rappelle que Nuit et brouillard, en particulier, qui est un des premiers grands films sur le drame des camps d'extermination, ne mentionne à aucun moment qu'il y avait un projet spécifique qui touchait les Juifs dans les camps d'extermination. La distinction entre camps de concentration, camps d'extermination n'est pas encore très claire dans les esprits. Et je sais qu'il y a eu naguère une polémique un peu vaine entre mon ami Meyer Weintrater et Jean Ferrat à propos de l'autre Nuit et brouillard, qui est la chanson de Jean Ferrat, que tout le monde a en tête. C'était à la fois un très grand moment de mémoire que cette chanson, mais elle était assez représentative de cette volonté de ne pas faire de distinction. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel, certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. Il n'y avait pas là de distinction entre déportés politiques, déportés raciaux. Et au fond, qui s'en avisait? On était déjà presque heureux que tout à coup cette mémoire ressorte. On n'allait pas en plus faire des distinctions. Et tout cela a émergé difficilement, les mots mêmes, génocide, extermination, holocauste, etc. On hésitait aussi beaucoup. Donc tout cela a mis du temps. Il y a une sorte de décantation très très lente qui a joué. Alors s'agissant de Schwarzbart, tu as raison de soulever le problème, ça a été un grand moment aussi. Il faut rappeler la force de ce récit. Et tu dis, la polémique est venue de tous côtés. Oui, c'est vrai, elle est venue aussi de la part de certains journalistes ou critiques juifs qui reprochaient soit à Schwarzbart de ne pas assez connaître le judaïsme, soit, et le reproche était plus sérieux, d'avoir peut-être donné une vision un peu christianisante de la mort des Juifs et de l'extermination juive, en faisant quasiment
des Juifs une sorte de peuple martyr, de peuple Christ. Et la violence de certains reproches, de certaines polémiques a en effet durement affecté André Schwarzbart. Et c'est vrai que ces lectures chrétiennes, en fait, sont d'ailleurs... Il y a un vent d'époque. On voit par exemple la préface qu'écrit Mauriac pour La Nuit d'Elie Wiesel est une préface justement qui tend à faire des camps, à faire une lecture des camps comme une passion, avec un P majuscule. Et donc, c'est parce qu'il y a aussi à l'horizon le souhait d'une rédemption, le souhait de donner du sens à ce qui était l'arbitraire même et la gratuité dans cette après-guerre où on cherche effectivement l'unité de la nation, la reconstruction, ce qui n'est pas indifférent à ces lectures chrétiennes. On peut aussi d'ailleurs trouver chez Jean Quérol, pour le coup, et qui était une figure assez importante de l'époque, et donc je pense qu'il a aussi contribué à orienter ces lectures-là. Alors après, chez Schwarzbart aussi, il me semble que cette vision chrétienne, elle vient certainement aussi des intertextes qui sont réécrits, des modèles bibliques réécrits dans l'histoire d'Ernie Lévy, qui s'inspirent beaucoup du serviteur souffrant qu'on trouve chez Isaïe, et serviteur souffrant qui annonce le Christ, et qui effectivement a des points communs. Dans des points communs, on peut les retrouver aussi chez Albert Cohen, avec une dimension évidemment christique marquée chez Cohen. Alors toujours est-il que tu essayes de suivre presque pas à pas certains de ces grands témoins. Tu accordes aussi, je crois, et c'est assez rare pour être souligné, tu remets Elie Wiesel peut-être à place littéraire, parce qu'il est vrai qu'Elie Wiesel a une image aujourd'hui qui est, je dirais, plus humanitaire ou politique que littéraire. D'ailleurs, c'est le prix Nobel de la paix qu'il a eu et pas le prix Nobel de littérature. Et tu as de belles pages sur le rôle qu'il a pu jouer dans ce... je crois que tu le qualifies de porteur de mémoire. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a quand même eu un rôle vraiment important dans l'émergence du témoignage, de la place du témoignage. La Nuit est un texte vraiment magnifique, avec une économie de moyens. Alors c'est une deuxième version, mais peu importe. Et c'est quelqu'un qui a inlassablement questionné la mémoire, la capacité à transmettre cette mémoire, et qui justement a joué le rôle quand même d'un passeur pour tout un ensemble, toutes ces générations, en montrant bien la nécessité pour ceux qui écoutent de prendre en charge cette mémoire, de s'en faire les porteurs et à leur tour les relais. Parce qu'Elie Wiesel a bien pris conscience de toute façon que les témoins sont appelés à disparaître, et donc il faut que cette mémoire soit relancée d'une manière ou d'une autre, et que c'est le rôle aussi des fictions au bout d'un moment. On ne pourra pas écrire des témoignages sur ce qui s'est passé de façon permanente. Si bien que dans de très nombreuses œuvres d'Elie Wiesel, il y a cette situation très particulière, cette situation narrative qui est mise en scène où un personnage tente de transmettre ce qu'il a vécu à un autre, avec toute une série de dispositifs d'ailleurs qui traversent aussi l'énonciation dans les textes, qui parle à qui, avec des changements de personnes, et toutes les menaces qui peuvent peser sur toutes les difficultés de cette transmission. Et Wiesel montre bien aussi que recevoir cette parole nécessite une écoute active, est aussi une véritable tâche qui est difficile à réaliser. Il y a un très beau texte aussi qui s'appelle L'Oublié, où justement le personnage principal perd la mémoire, et son fils cherche à recueillir ses souvenirs, à les conserver avant qu'ils aient complètement disparu. Alors, dans cette entreprise de mémoire, il y a des parcours singuliers, beaucoup plus
hétérodoxe, pourrait-on dire, fantaisiste, parfois incontrôlable. Et j'aimerais qu'on reste quelques minutes sur un écrivain que tu connais admirablement, qui est Romain Gary, parce qu'on a affaire avec lui à un personnage haut en couleur, hein, ancien résistant, gaulliste, mythomane, génial histrion. Hein, et j'aimerais que peut-être rapidement tu essayes de nous donner une idée du rôle qu'il a pu jouer à la fois comme lui aussi, d'une certaine manière, témoignant à sa manière hein, du drame juif, et en même temps avec une voix qui souvent joue à contre-courant, à contre-temps, en dissonance avec le courant dominant. Alors c'est vrai que Gary, de toute façon, est un marginal hein, dans la littérature française, sur tous les plans. Tu l'as souligné, un gaulliste dans l'après-guerre, alors que la tendance majoritaire est plutôt une tendance sartrienne. On a déjà un positionnement qui n'est pas forcément facile. Et puis, donc Gary, par rapport à la question de l'identité juive, a un parcours plein de louvoiements, de dénégations, de retours. Il dit, hein, par exemple, dans La promesse de l'aube, il dit « Ma mère était juive, mais cela n'avait pas d'importance ». Or, les œuvres ultérieures vont montrer que ce n'est pas forcément vrai. Et puis, il explique que sa mère étant juive, son père étant catholique, alors il y a toute une mythologie sur la figure du père, etc. Il a le droit, globalement, de choisir la religion qu'il a, son appartenance. En fonction des moments, la position de Gary varie. Ce qui fait que on a vraiment une œuvre très singulière qui va prendre quand même, dans le tournant des années 60, qui va revenir quand même sur cette question identitaire avec une trilogie que Gary a appelée la trilogie de Frères Océan, avec donc un essai qui est plutôt un pamphlet qui s'appelle Pour Sganarelle, un énorme bouquin où Gary tire à vue sur tous les écrivains de son siècle, qui lui a fait beaucoup de tort, et puis ensuite 2 romans qui sont La danse de Gengis Khan et La tête coupable. Alors à partir de là, c'est un moment clé dans la trajectoire de Gary où il se réapproprie hein, cette identité juive avec laquelle il a beaucoup de mal, parce que la pensée de Gary est une pensée de la fuite identitaire et de la démultiplication. Donc le paradoxe hein, pour Gary, c'est ce qu'il cherche, hein, c'est de ne jamais appartenir, de ne jamais être soi, de démultiplier son identité, mais en même de ce fait, la question de l'identité juive devient problématique, mais elle ne peut pas être niée en bloc. Ce qui fait que dans La danse de Gengis Khan, la solution trouvée, c'est de représenter le juif sous les traits d'un dibouk. C'est-à-dire que c'est un roman qui nous raconte comment Gengis Khan, un comique juif, qui est mort en camp de concentration, est devenu un dibouk, hein, cet esprit qui va hanter dans l'après-guerre un ancien SS, qui s'appelle Schatz, qui était son bourreau. Et donc il prend possession de Schatz, qui est contraint par moment de prendre un dictionnaire de yiddish pour se comprendre lui-même. Parce qu'il y a des mots yiddish qui lui sortent par la bouche comme ça. Il n'ose plus allumer le gaz. Vous voyez l'humour noir. De même, il a peur des savons, parce que dit Gary, avec son humour noir, on ne sait jamais qui est-ce qui se cache dedans. Et ce genre de situation. Et ce qui fait que, en même temps, c'est bien le retour d'une culpabilité allemande ici qui est en jeu, mais c'est plus compliqué que ça. Ça permet de faire revenir cette mémoire juive sans s'y enfermer. D'autant plus que très vite la situation se trouble. On ne sait pas qui est le dibouk de qui. C'est-à-dire que Gengis Khan a l'impression qu'en fait c'est Schatz qui est devenu, donc l'ancien SS, qui est devenu son propre dibouk et qui le hante. Et puis au bout d'un moment, c'est les 2 personnages qui deviennent les dibouks de l'humanité tout entière. Ils sont tombés dans ce que Gary appelle un merdier, c'est le subconscient de l'humanité. À la toute fin, on apprend qu'en fait,
dernière pirouette, hein, ce serait un dénommé Romain, écrivain, qui se serait évanoui en visitant le ghetto de Varsovie et donc qui aurait rêvé de tout ceci, comme si en fait Schatz et Cône étaient les deux D-books de Gary. Ce que veut montrer Gary vraiment, c'est qu'il est impossible de séparer la victime et le bourreau. Gary refuse la victimisation. Il est contre cette idée d'ériger les souffrances, le martyr, en une valeur supérieure, etc. L'exigence éthique chez Gary, ce serait plutôt de parvenir à accepter la propre culpabilité de l'être humain, en règle générale, la culpabilité de chacun. À la fin, dans ce qui est son deuxième roman, Tulipe, il pose cette question, l'homme est-il allemand? Sous-entendu, sommes-nous tous des nazis en puissance? Et plutôt que dire nous sommes tous des juifs allemands, Gary préférerait certainement qu'on tente de réfléchir à la question, donc savoir si si nous sommes tous des Allemands tout court. Et puis, hein, dans Pour Sganarelle, on a des... Mais d'ailleurs, dans La tête coupable et dans la danse de Gengis Khan aussi, hein, plusieurs phrases choc sur le refus de lire Auschwitz comme une passion. Parce que pour Gary, c'est comme ce qui est arrivé au Christ. Gary explique hein, que, je le cite, hein, les pédérastes de la Renaissance, parlant des grands peintres qui ont peint toutes ces passions, justement, ont esthétisé les souffrances et ont finalement appris à l'humanité à voir le côté esthétique de la mort, de la douleur, de la torture. Et donc, il refuse qu'Auschwitz qu'on fasse la même chose avec les camps. Ce qui fait que dans la tête coupable, on a une intrigue un peu délirante qui se déroule en grande partie à Tahiti, dans laquelle un promoteur a décidé de faire un nouveau Disneyland dans lequel il y aurait une représentation d'Auschwitz, justement. Donc vous voyez un petit peu la réflexion que pose ici Gary. Et ce problème de l'identité, c'est quelque chose qui va le poursuivre. La danse de Gengis Khan, c'est quand même quelque chose qui va libérer un certain nombre d'angoisses par rapport à l'enfermement dans l'identité juive. Et les œuvres qui suivent continuent dans la démultiplication identitaire, mais le thème de l'identité juive n'est pas forcément présent. Et il va refaire surface au moment de l'affaire Hajar. Donc vous savez, c'est cette fameuse affaire Hajar où Gary écrit sous deux noms de plume, met en scène Paul Pavlovitch hein, dans la peau d'Émile Hajar, l'auteur donc de La vie d'en soi, de Gros câlin. Et avec La vie d'en soi, recevra d'ailleurs une deuxième fois le Goncourt. Et à ce moment-là, dans l'œuvre d'Hajar, revient à nouveau la question de l'identité juive, en particulier dans La vie devant soi. Et on voit bien que c'est vraiment dans ces moments de démultiplication identitaire que cette question refait surface, comme si aussi finalement le fait de sortir de sa propre identité permettait de mieux en parler, parce qu'on éloigne le risque de s'y enfermer. Ce développement que tu viens de faire sur la démultiplication identitaire m'amène pratiquement à anticiper un peu sur une question que je voulais poser plus tard, mais qui me semble en effet intéressante. C'est la question Modiano. Parce que à peu près dans les mêmes années, tout ça se passe il y a entre 1967 et 1970 un certain nombre d'œuvres juives ou à thème juif qui sont des œuvres littéralement iconoclastes. C'est comme si, au fond, au moment où était en train de se reconstituer une mémoire juive avec peut-être une certaine forme de sacralisation de la mémoire, il y avait une sorte de contre-voix ou de contre-pied qui était posé et qui serait plutôt du côté du sacrilège, de la profanation, de la provocation. Comme si à la tentative de sacralisation, on répondait par une tentative de sacrilège. Et la place de l'étoile, dont tu parles aussi abondamment, est quand même très proche de ce
phénomène de démultiplication iconoclaste des identités jusqu'à, au fond, jouer constamment avec les mythes antisémites. Là, on a une trajectoire qui va être dans l'autre sens pratiquement, puisque Modiano entre en littérature avec La place de l'Étoile. Alors, c'est un roman entièrement différent de tous les romans de Modiano. C'est un roman presque hystérique, hein, extrêmement drôle, multipliant des parodies, des pastiches, et avec un Modiano dont on n'a pas l'habitude du tout, un Modiano qui maîtrise le verbe de façon très très virtuose. Et donc le personnage principal, Raphaël Schlemilovitch, est un jeune étudiant de Cagnes qui a décidé d'épouser en fait toutes les identités juives possibles et imaginables, comme pour les mettre à l'épreuve, à l'essai. Donc il va faire un parcours finalement de toutes les identités, qu'elles aient été littéraires ou philosophiques, qu'on a pu, depuis Balzac jusqu'à Proust, Sartre, on retrouve d'ailleurs aussi les pastiches de Schwarzbart, on retrouve vraiment Céline aussi, toute une kyrielle de réflexions qui ont été posées sur le juif. Donc Schlemilovitch devient à la fois antisémite, ensuite il devient philosémite. Il épouse tous les stéréotypes sur l'identité juive pour les mettre en tension, comme pour prouver finalement qu'aucun ne peut l'enfermer, le définir en quelque sorte. À la fin, Schlemilovitch reste juif. C'est d'ailleurs le docteur Freud qui le lui dit à la fin du roman. Et comme si il avait épuisé tous ses discours identitaires et il avait montré à chaque fois les limites en les mettant en tension, en opposition, en passant de l'un à l'autre. Et après, Modiano, c'est une sorte finalement de grande catharsis. Modiano ne reviendra quasiment plus de façon totalement autre sur la question de l'identité juive. Alors les romans qui suivent sont encore des romans un peu plus colorés, on va dire, que ceux qui vont venir après. Mais Modiano ensuite va peindre un univers dans lequel le mot juif n'apparaîtra pas, si ce n'est dans quelques exceptions, qui sont 2 textes autobiographiques, Livret de famille, un pédigré, et puis bien sûr Dora Bruder en 97. Mais bon, 97 à 68, il s'est passé quand même un certain temps, même si dans l'œuvre de Modiano, finalement, les situations, on a comme bon, bien sûr, on connaît cette obsession de l'occupation, mais peu importe à quelle époque se passe le roman, les situations rappellent l'occupation. Les individus sont toujours traqués, il y a toujours des interrogatoires, les descentes de police ressemblent toujours à des rafles. On a toujours des personnages qui pourraient être juifs, qui ne le sont pas. Et il faudra attendre donc Dora Bruder en 97 pour que là, Modiano entreprenne donc une toute autre enquête que celle qu'il avait pu menée dans La place de l'Étoile. On n'a pas du tout la même tonalité. Et là, donc, Modiano enquête sur cette jeune fille qui a disparu pendant l'occupation. Il a retrouvé la vie de recherche. Et il enquête donc sur la judéité de quelqu'un d'autre. En même temps, une judéité qui n'est pas à lui, de manière indirecte. C'est alors que... donc, en même temps, dans quelque chose qui va rejoindre en partie La place de l'Étoile. C'est-à-dire qu'à la fin, Modiano ne retrouve pas Dora Bruder, mais c'est ce qui la sauve. C'est ce qui l'a sauvé. C'est ce qui la sauve. Modiano explique que finalement, l'incapacité de retrouver les traces, c'est aussi ce qui permet de lutter contre les individus qui dressent des fiches, qui sont chargés de vous arrêter, etc. Donc l'échec du roman est aussi sa réussite. Et finalement, on arrive à une conclusion qui consonne avec La place de l'Étoile, à savoir que les individus sont constitués aussi de vide, de béance, et qu'ils ne rentrent pas dans des catégories étanches, homogènes, et qui permettent de les définir une fois pour toutes. Alors, indépendamment de cet histrionisme identitaire que l'on trouve chez Modiano ou chez Romain Gary, il y a quelque chose auquel tu es très attentif
dans cette littérature de la mémoire aussi, c'est à ce que tu appelles les mémoires greffées. Au fond, cette manière qu'ont eu certains penseurs, intellectuels, écrivains, de pratiquement de devenir juif par appropriation de la mémoire d'autrui, et pas forcément celle des ancêtres d'ailleurs, puisque cela touche aussi un certain nombre d'écrivains non juifs. Et il y en a deux qui sont très à l'honneur dans ton livre, qui sont Maurice Blanchot et Marguerite Duras. Est-ce que tu peux dire un mot de ces deux cas de philosémitisme tout à fait singulier? Enfin, déjà, le phénomène de ce que j'appelle la greffe, la mémoire greffée, la greffe mémorielle, c'est quelque chose qui me semble assez spécifique de cette période, qu'on va retrouver chez des écrivains d'origine juive qui ont un rapport amputé avec la tradition, parce qu'ils ont perdu leurs parents ou leur famille et que rien ne leur a été transmis. L'un des cas emblématiques, c'est le cas de Pérec en particulier, qui va devoir aller interroger ce vide, cette absence, la disparition de la mère, avec des textes très beaux comme W ou le souvenir d'enfance ou les récits d'Ellis Island, dans lequel il dit bien que lui n'a rien reçu, n'a pas d'héritage, et donc doit repenser autrement cette identité et trouver une mémoire qui n'est pas la sienne. Alors, et après, effectivement, cette greffe mémorielle, elle agit aussi chez des écrivains non juifs comme Maurice Blanchot et Marguerite Duras. Alors, ce sont deux écrivains qui ont des trajectoires différentes, mais qui vont finir par se rencontrer et qui auront beaucoup d'affinités dans leur pensée. Maurice Blanchot est un antisémite d'extrême droite, avant-guerre et pendant l'occupation, et il comprend peu à peu son erreur, et il y a un revirement qui s'effectue chez lui à destination d'un philosémitisme qui va nourrir sa pensée, qui ne va pas s'affirmer sans difficulté. D'ailleurs, comme chez Duras aussi, il y a un certain nombre de difficultés, peut-être de refoulés pendant un moment. Maurice Blanchot tourne autour de ces questions, et c'est véritablement en 62, avec un texte qui s'appelle « Être juif », qu'il aborde vraiment de façon plus directe cette réflexion-là. Chez Blanchot, ça va nourrir un renouveau de sa pensée philosophique. C'est une pensée, c'est une sensibilité à l'altérité, à la différence, qui est une pensée héritée de Lévinas. Le grand maître à penser de Blanchot dans cette réflexion, ça reste Lévinas. Alors chez Duras, les choses sont différentes, puisque chez Duras, assez vite, ces thèmes-là peuvent rétrospectivement se découvrir dans son œuvre de façon implicite. C'est par l'oblique, sont présents. Les traces qui se mettent en place, c'est vraiment à partir du ravissement de Lollwey-Stein, avec ce patronyme Stein, inexpliqué dans le texte et inexplicable pendant longtemps. Et il y a un grand nombre de personnages chez Duras qui s'appellent Stein ou Steiner. Pendant toute une première partie de l'œuvre où ces patronymes d'origine juive vont revenir, être déclinés. Et puis, aux alentours de 68, qui constitue l'une des grandes césures dans la réflexion identitaire sociale par rapport à la question juive, mais aussi chez de très nombreux écrivains. C'est dans cette période-là qu'on a la disparition de Georges Perec, la place de l'étoile de Modiano, la danse de Gengis Khan de Gary. Il y a tout un climat intellectuel qui fait que les questions identitaires refont surface. Il y a eu aussi la guerre des 6 jours qui complexifie un petit peu les choses. Donc chez Duras, dans les années, fin des années 60, début des années 70, il y a un virage très net. Duras abandonne le communisme qui a trahi en partie la révolution de 68, qui ne l'a pas soutenue. Et à ce moment-là, il y a une libération dans son œuvre qui fait que elle parle cette fois explicitement
de personnages juifs avec des thèmes juifs. Alors on va avoir notamment dans Détruire dit-elle, dans Aban Sabana David, qui sont des romans qui vont travailler cette question. Finalement, on pourrait distinguer 3 grandes phases dans l'œuvre de Duras. Une première où on a ce spectre de la judéité qui s'inscrit surtout dans le nom propre et qui n'arrive pas à être exprimé. Une deuxième phase où Duras met en scène des conflits entre des militants et des juifs, c'est-à-dire elle confronte l'idéal qu'elle est en train de quitter, l'idéal communiste engagé, celui pour le PC, et une sorte d'hétérodoxie, celle du juif qui va modifier le rapport au monde. Pour Duras, le juif est la figure de l'autre, comme pour Blanchot, mais du révolté surtout, de celui qui dit non, de celui qui détruit. Et puis ensuite, une troisième phase où là, vraiment, il y a pratiquement une mystique de l'identité juive qui se met en place avec l'éclosion d'une prise en compte aussi directe, cette fois, des camps de concentration avec Aurelia Steiner, avec différents textes qui vont se succéder. Et c'est vrai que dans les interviews, dans les déclarations qu'elle a pu faire, Duras se montre obsédé par la déportation. Il y a une part de culpabilité aussi, qui joue, mais pas uniquement. Il y a vraiment une fascination pour le personnage juif qui serait porteur de valeurs entièrement différentes de l'homme politique, ou du militant, qui a montré ses limites. Alors, ces remarques nous amènent justement à un autre volet solidaire de celui de la mémoire, bien sûr, qui est celui des multiples, innombrables même, réinvestissements philosophiques, éthiques de la figure juive dans ces années qui vont, disons, des années 60 aux années 80, avec quelques noms qui sont familiers à beaucoup, qui sont ceux de Jean-François Lyotard, de Jacques Derrida, de Lévinas, mais aussi de Jabès et d'autres. Est-ce qu'il serait excessif de dire qu'il y a eu peut-être dans ces années-là une sorte de mode du juif, c'est-à-dire au fond que c'est à travers la figure du juif et une certaine image de la judéité qu'on a cherché à songer à une refondation éthique autour du thème clé de cette époque, qui est celui de l'altérité, bien sûr dans le sillage de Lévinas, mais avec parfois des prolongements qui vont au-delà de ce que dit Lévinas, qui restait encore très, très largement ancré dans la tradition juive. Et est-ce que le juif n'est pas devenu, du coup, dans ces années-là, une sorte de paradigme de l'altérité, de parangon de l'altérité, et donc potentiellement porteur d'une nouvelle éthique, une nouvelle refondation dans un monde qui, justement, était en panne, en quelque sorte, de morale? Il y a vraiment, c'est assez symptomatique, un double mouvement. Alors, aussi bien dans la réflexion des philosophes que des écrivains, de repenser une éthique après Auschwitz, voire parfois un messianisme de l'autre, quelque chose de, bien sûr, qui ne serait pas religieux, un messianisme qui serait celui de la relation à l'autre, à partir de la figure du juif, c'est-à-dire d'aller rechercher là où la civilisation occidentale s'est brisée, à l'endroit où elle a été compromise, afin de la repenser, de la reconstruire. Donc, et en même temps, il y a un double mouvement qui s'ébauche, c'est l'idée qui va se développer en parallèle, que la figure du juif va aussi permettre une sorte de rénovation de la compréhension de la littérature, à ce moment-là, puisque le juif est assimilé à celui qui manipule l'alphabet, qui, avec les procédés talmudiques, etc., avec la Kabbale, chez Blanchot, chez Duras, chez Jabès, c'est la figure d'un juif de plume qui apparaît, qui permet
le juif est étroitement associé donc, à l'altérité d'un côté et à l'exil, l'errance, qui sont des expériences d'apprentissage éthique finalement. L'exil, au contraire de la sédentarité, apprend à respecter l'autre, à le considérer, etc. Donc d'un côté éthique, il y a cette facette essentielle, et puis d'un côté plus littéraire, on associe le juif à l'homme de lettres, à celui qui va manipuler le langage, et donc qui va permettre de repenser une littérature qui, elle aussi, a été compromise par la tragédie des camps. Donc vous voyez, c'est un double mouvement parallèle. On voit ça très bien dans beaucoup d'ouvrages. Par exemple, Blanchot, quand Blanchot réfléchit sur ce qu'est la lecture, il explique que lire, c'est briser en quelque sorte ce que l'auteur a écrit pour le réécrire. Le lecteur est celui qui écrit, et l'image qu'il utilise, c'est les tables de la loi qui sont brisées. Briser les tables de la loi, c'est une manière de les reconstruire et de se les réapproprier. Et toutes ces images, tout cet imaginaire circule. On retrouve aussi l'image du golem, par exemple, dont Pérec va parler. Le golem, qui si on retire une lettre du front du golem, il s'effondre, etc. Donc vous avez tout ce jeu sur la manipulation des lettres, ou alors chez Jabès, qui va vraiment travailler sur le déplacement des lettres, dans une cabale imaginaire, bien entendu, qui ne suit pas des règles précises. C'est aussi l'enjeu de la disparition de Georges Perec, qui est un lipogramme, c'est-à-dire c'est un roman qui n'a pas de E, un procédé dont Perec a parfaitement conscience qu'il évoque la cabale. Il écrit d'ailleurs un article en même temps qu'il publie la disparition, qui s'appelle Histoire du lipogramme, et qui s'ouvre par une comparaison entre la cabale et le lipogramme. Donc il y a vraiment ces deux dimensions, cette veine éthique et cette veine littéraire qui émergent, et où la judéité devient un prisme central pour relire les éléments du passé et refonder une nouvelle pensée. Et d'ailleurs, chez Blanchot, c'est net, chez Lyotard aussi, ces philosophes veulent sortir du modèle grec à la Heidegger, modèle de l'être, pour prôner, pour développer le modèle juif, qui serait le modèle non pas de l'être, mais de l'autre, l'attention vers l'autre, au lieu de la satisfaction de l'être en soi. Quelques citations à l'appui de ces propos. Alors, on voit bien qu'il y a au fond deux grandes thématiques. D'une part, une thématique d'ordre éthique, où il s'agit de mettre l'altérité au cœur de la nouvelle morale et de faire du juif cette figure de l'altérité. Et donc cela donne un certain nombre d'énoncés, de propositions, telles que celles que tu cites dans ton livre. Par exemple, Jacques Derrida, dans L'écriture et la différence, juif serait l'autre nom de cette impossibilité d'être soi. De la même manière, dans le même ordre d'esprit, certains propos de Pérec qui vont dans ce sens, c'est-à-dire une judéité de la désappartenance, qui passe en particulier par cette tension entre un lieu, entre un ici et un ailleurs, que l'on trouve ici formulée par Pérec, dans « Je suis né », que tu cites, page 222 de ton livre. Il me semble que je suis par instant arrivé à faire résonner quelques mots qui sont pour moi inexorablement attachés au nom même de juif: le voyage, l'attente, l'espoir, l'incertitude, la différence, la mémoire. Et ces deux concepts en nous, irréparables, instables et fuyants, qui se renvoient sans cesse l'un l'autre leur lumière tremblotante, et qui s'appellent terre natale et terre promise. Ou bien encore, à propos d'Ellis Island, Ellis Island est pour moi le lieu même de l'exil, c'est-à-dire le lieu de l'absence de lieu, le non-lieu, le nulle part. Donc, la judaïté est d'abord, d'une certaine manière, vécue comme cette sorte d'arrachement, ou il s'agit d'habiter dans un non-lieu, toujours en tension, et ne jamais, au fond, s'inscrire véritablement, confortablement dans un ici,
ou dans une identité. Alors, cela va sans dire, j'anticipe un tout petit peu sur une question qu'il faudra bien sûr se poser, que ce type de proposition a pu être aussi l'objet de critiques virulentes de la part des tenants de judaïsme plus identitaire ou plus substantiel. On va y revenir. Le deuxième axe, c'est une quasi-synonymie qui s'instaure entre judéité et littérature, qui est relativement nouvelle, hein, qui surgit dans ces années-là, et dont on trouve plusieurs formulations, dont la plus célèbre peut-être est celle d'Edmond Jabès. Hein, le judaïsme et l'écriture ne sont qu'une même attente, un même espoir, une même usure, hein, dans le livre des questions, ce qui est repris par Claude Vigée, hein, auquel il faut toujours penser. On pense toujours à Jabès, mais peut-être un peu moins à Claude Vigée, mais c'est un grand poète aussi. Hein. Être juif ou poète, c'est tout un. Donc il y a bien cette assimilation entre deux formes d'existence. Alors, l'une et l'autre, je l'ai dit, et je voudrais t'entendre là-dessus aussi, hein, ont pu passer pour, au fond, une nouvelle mythologie du judaïsme qui peut-être ferait bon marché, hein, du juif réel, du juif empirique, hein, du juif ici et maintenant, celui qui n'est pas forcément réductible au symbole, hein, et qui veut exister d'abord, hein, comme être à part entière, avec une culture, une tradition, une langue. Donc, effectivement, hein, c'est l'un des corollaires, l'un des risques, hein, de cette vision d'un judaïsme éthique, esthétique, métaphysique, spiritualisé à l'extrême. Le juif ne serait qu'écriture, qu'altérité, errance, mouvement, bien entendu. Il y a un risque inévitable. En même temps, on est quand même dans l'ordre d'œuvres littéraires et qui vont travailler à comparer, à travailler sur le juif et la littérature, le juif comme littérature. C'est une sorte de recherche de cette analogie sans qu'elle aboutisse tout à fait. Alors il est vrai que le juif, par exemple chez Marguerite Duras, est particulièrement désincarné. Mais je me demande si on peut reprocher à Marguerite Duras de peindre des juifs désincarnés quand elle peint uniquement des individus désincarnés de toute façon. Et il n'y a pas de personnage qui soit substantiel chez Duras. Donc, est-ce que ce juif est désincarné parce que l'esthétique de Duras désincarne ses personnages, ou est-ce que ce juif est désincarné parce qu'il est essentialisé en tant que juif? Il est difficile de séparer l'un de l'autre et de savoir ce qui est premier. Il en irait de même chez Jabès, finalement. C'est une critique, hein, qui a été faite à de multiples reprises, notamment par Shmuel Trigano, notamment, hein, en pensant que ce genre de pensée peut aboutir à une essentialisation qui peut déboucher sur certaines formes d'antisémitisme, qui peut devenir aussi après argument éventuellement. Mais toujours est-il qu'on est face à un mouvement qui me semble quand même assez fécond, même si il est important de souligner effectivement les risques de dérive. Alors, il y a des textes de Duras, hein, qui sont exceptionnels, hein, quand elle dit, je n'arriverai pas à retrouver, etc. Mais bon, elle fait des énumérations extraordinaires. Voilà, oui, voilà, que les forêts sont juives, la nature est juive, le refus est juif. Voilà, on l'a bien entendu, on est dans l'ordre du débordement total. Mais en même temps, c'est un moment qui a été quand même fécond à plusieurs niveaux, fécond dans la création singulière de tous ces écrivains, et puis fécond dans la reconstruction de cette pensée, dans le développement de cette mémoire aussi, après, hein, l'histoire un petit peu chaotique et complexe qui précède ce moment-là. Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut
Il faut envisager ces questions comme des questions inscrites véritablement dans leur temps, dans leur époque. On ne peut pas faire des procès rétrospectifs en reprochant à tel ou tel penseur de ne pas avoir anticipé sur d'éventuelles exploitations malignes ou perverses de leur imagination poétique. Alors, je voudrais qu'on termine rapidement sur les horizons hein, que tu traces dans ta conclusion, qui sont, je crois, très, très, très pertinents, très pénétrants. Ta conclusion est un épilogue plutôt qu'une conclusion, intitulée, je crois, Et maintenant hein, et tu poses, au fond, trois questions qui pourraient renouveler ou prolonger hein, l'état actuel des rapports entre littérature et judéité, ou de manière générale entre judéité et vie intellectuelle, hein, parce qu'on est presque au-delà de la littérature parfois, hein, dans le débat philosophique, le débat intellectuel. Alors, la première question que tu poses, c'est un constat d'abord, le fait que la question juive est toujours encore sous de nouvelles formes sur le devant de la scène, à travers des débats récurrents sur l'antisémitisme, l'antisionisme, ses métamorphoses, ses conversions ou ses conversions sémantiques ou terminologiques. Hein. Et tu cites en particulier, bien sûr, des affaires restées célèbres, ou des polémiques restées célèbres, comme celle récente d'Alain Badiou, ou même, dans un tout autre domaine, il faut le dire, de Renaud Camus, enfin, dans des domaines politiquement on ne peut plus différents. Mais en effet, hein, les débats récurrents sur l'antisémitisme, le vrai, le faux, le demi, le quart, etc., sont un élément clé de la vie intellectuelle française. La deuxième question que tu poses est sur ce qui peut advenir de notre société qui a promu le devoir de mémoire, mais qui en même temps est prise dans une sorte de tension entre, d'un côté, le culte du présent, un culte consumériste du présent, c'est pas le retour de Hitler qu'on ne connaît pas, mais enfin c'est quelque chose de cet ordre-là, hein, et de l'autre, je dirais une sorte de tyrannie de la mémoire, mais envisagée cette fois-ci sur des modes communautaires concurrentiels. Hein. Les mémoires, ce ne sont plus des mémoires nationales, mais des mémoires qui s'ethniciseraient, se communautariseraient et risqueraient à tout moment d'entrer en conflit, en collision l'une avec l'autre. Et le troisième point hein, que tu soulèves, eh bien, c'est toujours à propos de cette littérature de la mémoire, eh bien, l'inévitable passage de la mémoire à la fiction, hein, avec la disparition des derniers témoins. Hein, quid hein, de cette littérature de la mémoire telle que des témoins directs comme Primo Levi ou Elie Wiesel l'avaient fait naître. Alors, est-ce que tu veux peut-être lancer quelques pistes de réflexion? Alors, quelques pistes rapides. Alors, l'antisémitisme, effectivement, qui a connu une phase d'éclipse après la Seconde Guerre mondiale et qui est vite revenu dès la guerre d'Algérie assez rapidement hein, et qui refait surface, a connu une métamorphose après la guerre des 6 jours autour de la question de l'antisionisme. Et donc ce que j'ai voulu analyser dans cette conclusion, c'est les métamorphoses de cet antisémitisme contemporain et notamment la nouvelle rhétorique qu'il utilise, avec un antisémitisme qui ne se pose plus comme antisémitisme, contrairement à l'antisémitisme de Drummond, de Barrès, où on était antisémite, on le disait. Donc, ce qui impose tout un changement de rhétorique et qui rend très difficile de savoir, d'identifier le discours antisémite. Au sein de débats extrêmement complexes où on ne sait plus quelles sont les positions des uns et des autres, avec une stratégie qui rend désormais suspect l'anti-antisémitisme. C'est-à-dire que c'est l'anti-antisémitisme qui est suspect d'exercer des censures, d'être
diligentés par des chiens de garde mal intentionnés, etc., etc. Parce que cet antisémitisme n'est plus identifiable toujours en ses formes premières comme tel. Bon, avec aussi des débats qui touchent à la question du même, de l'autre et de l'universel, qui sont au fondement des revendications, des propos, par exemple, des réflexions de Badiou sur la question d'Israël et de Palestine. Bon, mais je ne vais pas développer parce que sinon on n'en finirait pas. C'est des questions compliquées. Donc là, c'est plus effectivement une sorte de constat de ces métamorphoses de l'antisémitisme, comme d'ailleurs d'autres formes de racisme, pour bien souligner quand même que la question identitaire est la grande question qui se pose au XXIe siècle et avec lequel le XXIe siècle va avoir à faire, et c'est pas près d'être résolu. Alors après, la question du nouveau paradigme dans lequel nous sommes par rapport à la mémoire me semble une question centrale, parce qu'il y a effectivement, on est rentré dans l'ère de la commémoration, dans l'ère de l'information généralisée. On n'a jamais eu autant de connaissances sur ce qui s'est passé, et en même temps autant d'impressions de connaissances parfois, qui ne sont pas toujours des connaissances avérées. Avec donc en même temps une véritable concurrence de mémoire qui se communautarise, qui rentre dans des particularismes, etc., et qui sont mises en concurrence aussi, instrumentalisées par des concurrences parfois construites, factices, etc. Ce qui, là encore, je n'ai pas une solution à proposer, mais il me semble que c'est l'un des grands défis du siècle, qui va être cette concurrence des mémoires et leur dimension inévitablement communautaire. Quant à la dimension plus proprement littéraire, il est clair que désormais seule la fiction pourra assurer la transmission d'une façon qui est quand même importante, qui est tout autre qu'un document historique. Une fiction transmet une subjectivité, un vécu, une reconstruction. C'est pas du tout la même appréhension des choses. En même temps, on constate qu'il y a toujours de grands textes qui sont écrits. Alors, pas forcément d'ailleurs des fictions. Il y a pas mal de... Notamment, je pense aux Disparus de Daniel Mendelssohn. On a ces grands textes de recherche sur justement des passés absents, des mémoires dérobées, l'histoire de certaines familles. La grande spécificité de ce texte, des Disparus, c'est vraiment de ne pas nous livrer cette histoire de ce grand-oncle qui a péri avec ses filles. C'est au contraire de nous livrer l'investigation que fait le petit-fils, et nous n'aurons jamais l'histoire telle qu'elle était, mais simplement les bribes reconstituées, un petit peu à la manière dont a procédé Modiano dans Dora Bruder, dont a procédé aussi Yvan Jablonka dans l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eu. Donc autant de textes qui prolongent cette question de la mémoire, de sa transmission au sein de la littérature, et il me semble que ça reste une question essentielle. Merci Maxime. Merci Philippe. Questions dans le public. Réaction. La figure de l'Israélien dans la littérature il semble y avoir une certaine frilosité, en tout cas en France, à représenter l'Israélien. On a l'impression que la figure entrerait un petit peu en contradiction, en collision avec les judaïtés construites justement par tous les auteurs que vous avez cités. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est pas une. Je pense qu'il y a peu de textes français qui évoquent directement la question d'Israël. Bon, parce que là, on touche à une question extrêmement sensible, inévitablement. Alors, il y a quelques textes de Marc Wetzmann, par exemple, où il y a des passages qui se déroulent en Israël, etc., qui vont l'évoquer. On va en trouver aussi, côté américain, chez Philippe Roth.
Mais c'est vrai que cette représentation, je pense, est certainement une représentation difficile pour toutes les raisons du rapport à Israël qui sont devenues à l'heure actuelle extrêmement compliquées, en particulier en France. Oui. Non, pour aller un peu dans le même sens, c'est-à-dire que, a priori, je dirais, dans la littérature juive française, il y a peu de raisons non plus qu'il y ait beaucoup de personnages de juifs israéliens, puisque tout simplement, c'est un autre pays. Mais en revanche, cette question que vous posez, elle est assurée aussi en partie par la traduction très, très fréquente de la littérature israélienne. Je crois qu'il y a une vraie ferveur du public aujourd'hui, une vraie fidélité du public pour la littérature israélienne, et qui d'ailleurs va bien au-delà, je crois. C'est intéressant, même dans des milieux qui sont, je dirais, a priori pas toujours favorables à Israël ou à sa politique. Il y a quand même la reconnaissance au moins d'une génération ou de plusieurs générations d'écrivains israéliens de haute volée qui ont un public qui va bien au-delà du public communautaire. Je dirais, c'est peut-être un élément d'optimisme pour une fois que ce succès-là. Mais par exemple, la question des identités multiples, français, israéliens, etc., n'apparaît pas encore, en tout cas, tellement dans la littérature. Ça pourrait être aussi une façon de déplacer un peu la question. Mais... C'est-à-dire que là, on serait dans l'ultra contemporain. Il existe peut-être des ça, livres qu'on ne connaît pas, qui s'écrivent ou qui viennent d'être écrits et qu'on ne connaît pas. Mais c'est sûr que là, on s'en est tenu à des écrivains qui étaient, je dirais, de grands écrivains du panthéon français, assez peu d'ultra contemporains. On va voir ce que ça va dire. Mais il y aurait un sujet à faire sur quelques œuvres de littérature française qui traitent de manière plus ou moins polémique ou romanesque du conflit israélo-palestinien. Que ce soit Haddad, que ce soit le Clésio, etc. Il y a des fictions sur Israël et la Palestine avec des... Il y en a assez peu pour les adultes, à ma connaissance, assez peu. Et à peu près une bonne quarantaine dans les romans pour enfants et adolescents. Oui. C'est quelque chose de terrible. C'est vrai. L'image de... Oui. Oui, c'est intéressant. L'image de l'Israélien, c'est terrible. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est dans la littérature de jeunesse que cette figure émerge, alors que, qu'est-ce qu'on a dans la littérature pour adultes? Les Matins de Génine, c'est pas un auteur français, mais qui traite du conflit. Il y a assez peu de fiction quand même sur le conflit, me semble-t-il. Entre la littérature biblique, la poésie biblique et la poésie tout court, la poésie française contemporaine. Et je voulais savoir si vous aviez d'autres exemples. Par exemple, Henri Franck, dont on parlait aussi dans La Danse devant l'Arche, c'est inspiré aussi du souffle du verset biblique. Les poèmes d'Albert Cohen aussi, Paroles juives, donc son recueil de 1921. Chez Flegg aussi. En fait, vraiment toute cette mouvance. Alors là, nous sommes en 1930. Années 20, années 30, même ça commence 1912, la Danse devant l'Arche. C'est juste avant la Première Guerre mondiale. Voilà, oui, juste avant. Flegg après. Et aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou après-guerre en tout cas, dans les années 50, 60, 70, 80. On a moins de poètes en tant que tels. Je ne parle pas de poésie nécessairement, mais en tous les cas, une littérature juive
en langue française qui soit imprégné Oui, du message biblique. si, bah là on a, oui, puis enfin, ne serait-ce qu'Albert Cohen, hein, les romans d'Albert Cohen, on a énormément de patrons syntaxiques qui sont calqués sur le verset biblique, et on a un nombre de références au texte biblique très très important. De même, le dernier des justes d'André Schwarzbart, où on va trouver vraiment, là encore, ce modèle biblique de façon assez manifeste. Hein. Oui, chez Schwarzbart, je suis Oui. tout à fait d'accord avec vous. Pour Albert Cohen, j'ai l'impression que la référence est un petit peu plus floue. Non, je vous assure, vraiment. Enfin, Vraiment. oui, vraiment. Albert Cohen connaissait extrêmement bien la Bible. Il y a des références, il y a des réécritures d'épisodes bibliques, aussi bien des épisodes. Alors notamment, les figures clés sont les figures de Joseph, les figures d'Esther, les figures de Sauveur. On a beaucoup d'allusions aux différentes formes de Messie qu'on peut trouver dans la Bible. Vous avez aussi la figure de David, la figure de Moïse qui va revenir. Et ce ne sont pas que des mentions, que des noms, c'est vraiment des épisodes qui sont réécrits en arrière-plan. Alors, bien entendu, avec un mélange avec le christianisme aussi, hein, puisque la figure du Christ chez Cohen est très importante, ne serait-ce que dans son premier roman, Solal, où le héros meurt et ressuscite, exactement à l'image du Christ, et avant, il connaît tout un parcours où on se moque de lui, il ressemble au Christ, etc., etc. Il y a un imaginaire biblique extrêmement fort dans l'œuvre de Cohen. Hein. Et pour ce qui est des héritages juifs, alors pour ce qui est de Jabès, par exemple, c'est pas tellement la Bible, on est plus dans une sorte de littérature post-midrashique. Il y a certaines pages du livre des questions qui ressemblent à certaines pages des Pirkei Avot, hein, des Maximes des Pères. Hein, c'est tout à fait flagrant. Hein, il y a une imitation consciente ou inconsciente, difficile de juger. C'est pas du pastiche, mais il y a vraiment imprégnation. Donc les sources sont variées. C'est pas uniquement la Bible, ça peut être aussi la littérature talmudique ou midrashique qui imprègne. Cela dit, reconnaissons-le, il est vrai que le judaïsme français a quand même des arrières, des littéraires, scripturaires plus fragiles que d'autres formes de judaïsme beaucoup plus imprégnées, hein, de culture traditionnelle. Il y a eu en France un siècle entier d'oubli, hein, ou partiel en tout cas, hein, des sources de l'hébreu, etc. Donc vous avez aussi des écrivains qui souvent sont issus de générations qui ne sont pas des générations nées, éduquées dans la tradition. Je pense que vous n'avez pas beaucoup d'équivalent d'un Agnon dans la littérature occidentale. Hein. Mais Agnon, c'est une figure mystique et israélienne. Voilà, c'est un Israélien qui connaissait parfaitement la tradition. Mais même Wiesel connaît plus la tradition juive que la plupart des écrivains français contemporains. Voyez, mais il venait de milieux d'Europe dans lesquels on était éduqué. On allait à l'école au Cheder, on allait à les écoles juives, on apprenait l'hébreu. Les écrivains dont nous parlons, ce n'est pas du tout le cas. Ils ont dû réinventer pour la plupart leur propre héritage. Ça, c'est une vraie différence. Alors, pour conclure, moi j'ai une dernière question sur le caractère pionnier de votre travail dont vous avez parlé en début de soirée. Est-ce que vous avez des retombées sur la réception de votre travail au sein de la recherche ou des pistes possibles d'évolution, de réflexion Question difficile. Écoutez, pour l'instant, effectivement, dans les échos que j'en ai, les échos sont plutôt bons. Après, je suis mauvais juge pour vous dire si c'est vraiment pionnier et si ce travail aura
une postérité ou non. Je dois dire que Maxime Decoux fait également en amont un travail assez formidable à Lille 3, puisqu'il a, depuis quelques années, monté un séminaire de littérature, enfin des rapports sur les rapports entre littérature et judéité. C'est une vraie, je crois, innovation universitaire, en tout cas dans le secteur de la littérature française. Et bon, je crois que, enfin, on en parlait tout à l'heure entre nous, hein, apparemment l'idée est en train d'ensemencer un peu l'université française. C'est quand même quelque chose, un facteur assez encourageant. Eh bien, merci. La soirée s'achève. À très bientôt.